Alors, c'est pas le plus beau résumé que j'aurais pu faire à Seb et que je fais aujourd'hui. Hein. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'avais accepté l'invitation de Julien avant le match. Donc, Steenberg, c'était pour nous un match important, un match en retard, où les autres ne jouaient pas. On se disait qu'on pouvait récupérer ce petit retard qu'on avait sur les équipes qui n'étaient pas relégables. On a préparé ce match d'une façon différente par rapport à d'habitude. Comme face au Portel, on avait fait venir les jeunes du SCA pour les encouragements, pour tout, pour se dire les joueurs, vous n'êtes pas seuls, vous êtes soutenus. Donc, un nombre de gamins calculables au sein du stade, des banderoles un peu partout, donc c'était un peu l'euphorie. Et c'était peut-être un peu trop. Comme j'ai dit cette semaine à mes joueurs, c'était peut-être un peu trop pour certains qui se sont donné énormément d'importance pour l'équipe, pour le club. Et dès la première minute, on a complètement déjoué. Donc voilà, déjoué, ne pas jouer vers l'avant, en première minute, poteau pour Steenberg, on subit, à la 5e minute, ce qui devait arriva, premier but de Steenberg sur une énième incursion de leur part. On accuse le coup, c'est compliqué, même si à nouveau rien à reprocher aux garçons au niveau de la débauche d'énergie, peut-être sur ce match un peu plus au niveau du respect des consignes, mais comme je le dis, je pense que le fait qu'il y ait du monde, le fait qu'il y ait énormément de pression sur ce match, je pense que certains ont déjoué. Voilà, je leur ai pas jeté la pierre et loin de là. Donc le match continue, rapidement Steenberg mène 2-0 et peut encore aggraver le score. On se procure pour notre part quasi 0 occasion. Mais avant ce 2-0, il y a pour moi un fait de jeu et un de mes joueurs est encore remonté là-dessus aujourd'hui. Donc pour moi et pour beaucoup de monde, il y a un pénalty flagrant pour nous qui n'est malheureusement pas sifflé. Et derrière ça, on prend ce deuxième but. Donc est-ce qu'un partout après le pénalty ça aurait changé quelque chose? Là, on va pas en parler, ça sert à rien de rester là-dessus. Donc voilà, on passe à autre chose et on essaye de sortir la tête de l'eau. Et à la 45e minute, coup franc pour Steenberg qui est envoyé à nouveau en pleine lucarne comme un arc, coup franc 20 mètres et c'est but. Donc 3-0 à la mi-temps et là c'est clair que je rentre dans un vestiaire qui est complètement décimé. Donc j'endosse le rôle de patron, celui que je dois avoir, et notamment pendant ces moments difficiles. Donc je leur dis que nous sommes des guerriers et que si on a l'amour du maillot, moi j'y crois et que tout le monde doit y croire. Donc on s'est relevé et on a dynamité un peu ce vestiaire. On attaque la deuxième mi-temps avec tout autre état d'esprit. On ne se crée pas forcément d'occasion, mais Steenberg ne s'en crée plus et c'est déjà une bonne chose. On est beaucoup plus présent, on gagne les duels et sur un des duels gagnés, remportés, on prend carte rouge. Donc Pierre-Emmanuel Agnès qui était rentré à la mi-temps avec énormément d'envie et envie de montrer à Steenberg qu'on était présent, mais l'arbitre le sanctionne sur 2-3 fautes, il le sanctionne de 2 jaunes, on prend le rouge. Donc on finit quand même par revenir à 3-1, on a quelques opportunités, mais là, le score a été acquis, à 10 contre 11, c'était compliqué. Voilà, à nouveau, même si sur cette première mi-temps, je pense qu'on aurait pu mieux faire, et surtout au niveau du respect des consignes, du respect du projet de jeu que l'on a mis en place, au niveau de l'abnégation, au niveau de la débauche d'énergie, à nouveau, rien à reprocher aux garçons, et voilà pour ce match de Steenberg. T'as senti que les joueurs avaient la pression? Ben oui, c'est ce que je leur ai dit là cette semaine, on en a encore discuté hier soir. Il y a certains de mes joueurs, moi depuis le temps que je suis arrivé, on fait de simples préparations, rendez-vous à 2h moins quart, on boit le café, on va voir le terrain, et ça suffisait. Donc là, on a senti qu'ils avaient besoin de nous, donc avec l'aide de Christophe Varier, qui a fait des formations un petit peu de coach mental. Donc on a mis certaines choses en place d'avant-match, donc on l'avait fait contre le Portel, où ça a bien fonctionné à mon goût, et malheureusement l'égalisation du Portel à la 92-93e nous fait très très mal. Chose qu'on a remis en place à Camon, chose qu'on a remis en place face à Steenberg. Mais je pense plus ça allait, plus on en faisait, et là je pense qu'on est allé trop loin, on a touché à mon goût, peut-être que certains de mes joueurs vont me dire non coach, c'est pas ça. Ben, je pense que oui. Moi, je pense que
ça et je pense qu'on a touché certains joueurs à un endroit qu'il ne fallait pas. Et là, dès la première minute, je les ai sentis tétanisés, et même à l'échauffement. Donc c'est Freddy, ton 5, qui souvent s'occupe du 10 titulaire. C'était le avec le gardien. Et je les ai regardés, je n'ai pas senti cette envie qui aurait dû être là à mon goût. Donc là, ils étaient sûrement présents, ils étaient là, mais il manquait quelque chose. Et les garçons, les petits, allez à Abbeville, les a sûrement tétanisés, des banderoles partout, des affiches de notre vestiaire, une petite vidéo d'avant-match qui avait des messages de papa, maman, de la petite copine. Je pense que pour certains, c'était sûrement trop, et on a touché certaines choses et qu'il ne fallait sûrement pas. Et donc voilà, on va faire machine arrière, pas complète, mais dès ce week-end, on va faire beaucoup plus simple, et histoire de se retrouver pour le match, peut-être un poil plus tôt et manger peut-être ensemble des dimanches. Mais comme je leur ai dit, si on vient manger ensemble, on ne va pas parler de tactique ou quoi que ce soit à table, on parlera de peut-être discussions qu'on peut avoir dans les vestiaires qui ne regardent que le vestiaire, mais on ne parlera pas à midi de tactique, de quoi que ce soit. Et je veux qu'ils arrivent à 15h libérés et prêts au combat face à 45. Comment ça va, Mathieu, toi? Moi ça va, c'est dur, hein, je vais pas le cacher. Après le Portel, on prend un petit coup derrière la tête avec cette égalisation à la 93e, et c'est une chose qui s'est répétée. On a eu la même chose face à Outreau, on mène en 3-0, on perd 4-3, à domicile face à Gravelines, où on mène au score, on est à 11 contre 10 cette fois-ci, on se fait égaliser dans les arrêts de jeu. Là, face au Portel, pour moi, on fait super bien les choses, on respecte tout pendant 93 minutes, et à la 94e minute, sur malheureusement une relance que l'on ne doit pas faire à nos 20 mètres, on perd la boule et on prend ce but dans les arrêts de jeu. Donc là, ça a fait mal. De là, on a rebondi, on fait 45 minutes à Camon qui ne sont pas à notre hauteur. Par contre, la deuxième mi-temps face à Camon nous fait voir, elle montre à tout le monde qu'on est capable de rivaliser face à une belle équipe de Camon qui est en train de redresser la barre. On n'arrive pas à égaliser, malgré ça, les garçons, dès le lundi, je les sens motivés, concernés, ensemble. Donc je me dis, c'est bon, ça va repartir. Il arrive ce match de Steenworm, où là, clairement, on prend une claque dans la gueule. On ne peut pas dire autre chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé à la mi-temps de Steenworm, se repasse dès lundi, où je leur dis, les gars, le classement, il est là, nos prestations, elles sont là, on ne peut pas les oublier. Mais là, ça y est, dès aujourd'hui, on va penser à la 25, on ne va pas être là en train de se mettre un pansement et de penser à Gravelines, à Outreau et à quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est des hommes, on est des mecs, et il faut qu'on fonce. Et maintenant, c'est la préparation de Grande Sainte qui est là toute la semaine. Et voilà, on bosse. Voilà, il y a des moments où à la maison, ça peut être compliqué. Quand on est seul dans la bagnole, ça peut être compliqué, mais à partir du moment où je débarque au stade, donc je finis le boulot 5h30, 5h15, dans les minutes qui suivent, je suis au stade pour la préparation des entraînements, pour la préparation du match, pour la préparation de l'équipe. Ben voilà, je fais abstraction de tout, je bois mon petit café dans mon stade, et après, on se vide la tête de ces choses négatives et positives au maximum, et je le retransmets à mes joueurs que du positif. Et là, les joueurs, comment ils ont accusé le coup lundi à l'entraînement, ils vont rebondir. Tu viens un petit peu d'en parler, j'imagine que voilà, il faut les remobiliser et tout, c'est pas évident, mais est-ce que tu sens que le groupe est encore concerné, le groupe a encore envie de se défoncer, voilà, il n'y a que 13 matchs de jouer, il reste 9, bien sûr qu'ils ne vont pas abandonner, mais tu les sens encore en mode guerrier. Bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant sur cette fameuse semaine. Donc là, c'est clair qu'après le match de dimanche, même si je le souhaiterais qu'après cette défaite, on se retrouve tous ensemble à la buvette, et par un coup, manger un sandwich, et de se dire, allez copains, rendez-vous pour tout le monde demain, on se serre les coudes. C'est compliqué, les garçons prennent la douche, les garçons vont chercher leur boisson, leur sandwich. Et l'humain prend le dessus, et salut coach, à demain, ou mercredi pour certains. Mais voilà, lundi, j'ai parlé, pas forcément au groupe, mais à quelques leaders du groupe à qui je suis allé adresser la parole en tête à tête, en disant, ben voilà, j'ai besoin de toi, faut pas que tu baisses la tête, j'ai besoin de toi, tu fais partie de mes leaders, lève la tête.
Donc ça c'était lundi, et hier avec un groupe un peu plus conséquent à l'entraînement, je me suis adressé au groupe complet sur comment on allait travailler cette semaine, ce qu'on allait préparer face à Grande-Sainte, et leur demander justement pour ce petit repas de dimanche, savoir s'ils étaient ok. Moi je serais ok pour dormir avec eux même le samedi soir s'il le fallait. Maintenant il faut que ça soit cohérent et qu'on reste à notre niveau et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc là, voilà, dès hier à l'entraînement, on a clarifié les choses. J'ai senti qu'ils étaient concernés. À partir du moment où je leur adresse la parole et qu'ils sont la tête haute comme vous êtes en train de le regarder vous, je me dis ils sont là quoi. Si les garçons à qui je parle, ils sont la tête baissée, là je me dis ça va être un peu plus compliqué. Tandis que là, encore hier à l'entraînement, voilà, on décide de travailler une chose pour Grande-Sainte et automatiquement je les sens concernés. Et la séance d'hier. Et j'espère, à l'image de ce qui va se passer dimanche, avec des joueurs concernés, des joueurs motivés, et des joueurs qui font ce qu'il y a à faire pour engranger les points, parce que les points chiffres, on a besoin. Je voulais te demander, Mathieu, moi, selon toi, voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de résultats qui tiennent à rien du tout, quoi, sur des détails. Hein. Tu as cité 2-3 matchs où tu prends des buts en toute fin de temps réglementaire, des matchs que tu mènes au score largement et où vous perdez malheureusement. Selon toi, qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque pour pas être là avant-dernier et pouvoir être un peu plus haut au classement, être un peu plus serein quand on joue les matchs? Parce que tous les matchs que tu joues quand tu es avant-dernier, tu les joues pas de la même façon que si tu es 5e ou 6e au classement. Selon toi, qu'est-ce qui manque? C'est pas peut-être une équipe trop jeune? Comment tu perçois? C'est ce que je leur ai dit il y a une semaine et demie, je crois, à l'ensemble de mon groupe. Je leur ai posé à chacun la question, donc ils étaient tous installés dans le vestiaire. Et je leur ai demandé à l'ensemble, enfin un par un, quel était leur premier échec senior footballistique. Et pour plus des 3/4 de mon vestiaire, c'est leur premier échec footballistique. Donc, on a certains garçons, les frangins Wika, Vic, et 2-3 que j'oublie, mais ces garçons-là ont connu déjà la descente de R1 à R2. Donc, eux connaissent l'échec. Et après, pour le reste du groupe, c'est un groupe qui est arrivé quasi en même temps que moi. Je pense à Tom Vermleurier, Quentin Met, Tanguy, et tous j'ai 4 U18 aujourd'hui dans le groupe, donc c'est même pour eux leur première expérience senior. Et pour les 3/4 du vestiaire, c'est le premier échec senior. Depuis le temps que je suis arrivé, on est de R2, on est monté en R1 après 11 matchs joués. De là, on s'est retrouvé en R1, on a fait 4 matchs de championnat. Pas de montée, pas de descente, on était au milieu de tableau, donc tout le monde est venu s'entraîner là au moment des restrictions, dans la pandémie, tout le monde est venu s'entraîner avec un sourire pas possible le samedi matin, il y a des fois on s'entraînait à 17h, 17h30, et on était tous avec le sourire. Et là, cette année, c'est un peu plus compliqué, donc là j'ai des garçons qui ont gagné beaucoup de choses en jeunes, mais les jeunes, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'attente des gens que l'on croise en ville, l'attente des gens que l'on croise partout, et cette petite pression qu'il peut y avoir sur les joueurs. Et là aujourd'hui, pour les plus des 3/4 de mon groupe, c'est le premier échec senior. Donc je leur ai dit que quelque part c'était normal qu'on se comporte quelquefois de cette façon, mais qu'il fallait qu'on fasse abstraction de ça, de se servir de ça pour justement que ce ne soit pas notre échec, mais que ce soit notre réussite, leur première réussite senior. La montée de R2 en R1 en est une, mais je pense que la plus grosse réussite senior que certains des joueurs peuvent avoir, c'est aujourd'hui de se sauver et de rester en R1, et ça serait, pour moi, plus fort que la montée de R2 en R1. C'est bien ce que tu dis, ça me fait penser à l'époque où moi je jouais encore à Ville, on avait un président qui disait on n'est pas des joueurs de foot célèbres, par contre, on est des personnages publics dans la ville. C'est-à-dire que tu te balades en ville, tu sais pas, mais il y a 20, tu peux croiser 10, 20 personnes qui viennent te voir au stade, que tu ne connais pas. Et que c'est vrai que moi je ressentais ça. Moi j'étais encore jeune, je mettais des affiches dans les bars et tout. Je peux te dire que quand je prenais des buts où j'étais fautif, ou quand on perdait, ou qu'on avait des nuls, je mettais des affiches, mais on prenait la misère, parce que les Abillois sont comme ça. Aussi bien ils t'aiment, mais vraiment ils t'aiment quand tu as les bons résultats, et la semaine d'après si c'est pas bon, mais d'un coup ils t'aiment plus quoi. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est super dur à gérer. Je voulais avoir un petit peu, Mathieu, ton regard sur ce championnat, parce que quand on regarde le championnat, on a donc un championnat de 12 équipes, avec les 6 premiers, donc Marc, Grande-Sainte-Longo, Loul, Camon, Pays de Cassel, qui se détachent un peu sur les 6 suivants, le Portel, Gravelines, Dunkerque, Sinborn, Avril et Outreau.
Comment tu vois, c'est quoi ton analyse un petit peu de ce championnat? Est-ce que tu ressens, toi, à travers les matchs, cette différence entre les 6 meilleurs et peut-être les 6 moins bonnes, si on peut dire ça? Comment tu l'analyses, ce truc-là? Il y a certes au niveau comptable deux championnats, mais après avoir rencontré aujourd'hui la totalité des équipes, je peux faire un bilan. Oui, il y a des équipes qui sont très très solides défensivement, mais on n'est pas face à des armadas offensifs de folie qui pourraient mettre le feu à un match. Et on a des blocs équipes qui sont très expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience sûrement au niveau de la R1 et peut-être au-dessus pour certaines équipes. Et aujourd'hui, je prends l'exemple de Marc Ancalesi qui est aujourd'hui en tête. Aujourd'hui, Marc Ancalesi est en tête, mais avec un bloc défensif qui, face à nous, on n'a pas réussi à le déplacer, on n'a pas réussi à le bouger, avec des mecs d'expérience au poste de défenseurs centraux, avec une sentinelle devant la défense. Et les équipes qui aujourd'hui sont en tête, à part Lone Plage, où j'ai trouvé beaucoup d'errance défensive après face à nous, après peut-être que ça n'a pas été le cas, peut-être que ça a été corrigé après ça, mais à part cette équipe-là, le reste c'est vraiment de très bons blocs défensifs. Je prends l'exemple de Charles de Longo, même s'ils ont 1 ou 2 absents, ils ont une assise défensive et un bloc équipe qui est très très cohérent et qui défend ensemble et qui travaille ensemble. Et malheureusement aujourd'hui, des top joueurs, des super joueurs capables de mettre 20 buts, j'en connais pas énormément. En tout cas, pas du Vauchel. mais aujourd'hui, des équipes qui sont capables de défendre ensemble avec une cohérence d'équipe, mais là, aujourd'hui, dans notre championnat, il y en a, et c'est celles-ci qui pour moi, sont là-haut. Après, c'est clair que pour gagner, il faut marquer des buts, mais à partir, moi, c'est ce que je dis souvent, à partir du moment où on défend bien, on prend 0, et l'occasion, le but, on a toujours l'occasion d'aller le mettre. Donc voilà, après, quand on parle de ces deux championnats, aujourd'hui, clairement, notre championnat, il est face à Stingborn, il est face à Outreau, il est face à Dunkerque, il est face à Gravelines. Le Portel, c'est réglé, c'est un nul à la maison et on va gagner là-bas. Donc à nous de nous battre et de gagner face à ces équipes, et notamment sur notre pelouse, et d'aller accrocher des points, s'il est possible, d'accrocher des points face à ces plus grosses armadas, on va dire, du championnat. Le SCA2, face à l'Auxilloise, et la défaite, ce week-end. Alors l'équipe 2 recevait l'Auxilloise sur le terrain de Robert Viard, qui est en plein vent, me dit Flo Sécher, ce qui est assez compliqué pour qu'il puisse jouer son jeu habituel. Auxi en profita pour marquer par 2 fois. Le SCA revient des vestiaires avec l'autre attention. Ils ont plus la position du ballon, mais ils n'arrivent pas à inquiéter Auxi. Il faudra un pénalty de Jean Atelier pour réduire la marque. Et le SCA ratera le ballon du 2-2 à la 93e. Le Flo Sécher dit qu'il va rebondir au plus vite dimanche prochain face à Saint-Valéry. Un beau derrière. Et Saint-Valéry, donc on va revenir. Juste pour le but c'est un penalty, il marque un penalty, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux. Et en fait, il récupère le ballon, en fait, il essaye de prendre le ballon des mains du gardien d'Auxi pour aller au plus vite, donner l'engagement. Mais ça, c'est humain, en fait, on le fait tous. On a l'impression que si on va replacer le ballon au plus rapidement sur le point, les autres ils vont engager et on va marquer ce fameux but. Il a pris jaune là. Et il prend jaune, il n'a pas le droit, le ballon appartient à celui qui vient de prendre le but. Voilà, donc c'était un peu l'anecdote, mais bon, Jordan Tegui, on ne va pas lui dire. Il a marqué, il a montré qu'il voulait marquer un deuxième but. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je vais faire un bref résumé sportif de ma carrière. Donc j'ai démarré tout jeune au SCA à l'âge de 5 ans. Ensuite j'ai fait toutes les années au sein du SCA. Je suis parti après avoir fait une année de senior à l'âge de 16 ans avec Michel Baladejo. Super moment, super période, 6 mois, on se maintient en dernier match. Je suis parti vivre une autre aventure à la MISC. Donc j'ai fait 3 saisons à la MISC et après retour à la maison comme on dit, et je suis revenu au SCA avec quelques petites anecdotes du coach Albadejo qui me demandait si j'étais parti en centre de formation ou de déformation parce que j'avais perdu quelques notions du milieu de terrain. Mais voilà, sinon après ça, retour aux sources au SCA où je fais quelques années.
Et très rapidement, à l'âge de 27 ou 28 ans, je décide de prendre du recul en tant que joueur. Je prends une équipe de jeunes et tout le foot animation à ma charge au SCA. Je fais 1 an, je fais 2 ans et après je postule au poste d'entraîneur-joueur à la salariée au club de Saint-Riquier. Je vis là-bas également des moments inoubliables où je rencontre des super mecs, des super personnes, des joueurs, des dirigeants, à tout niveau, et je fais 8 ans en tant qu'entraîneur-joueur au sein du club de Saint-Riquier avec quelques montées de super moments. Depuis maintenant 3 ans, je suis entraîneur de l'équipe première du SC Abbeville, avec également de bons moments dans un premier temps, et en ce moment une période un peu plus difficile, mais on ne lâche pas et je suis toujours là et il n'y a aucun problème. Voilà. Je crois que quand tu es parti à Amiens, tu jouais numéro 10. C'est ça. Et quand tu es revenu, tu jouais défenseur central. Je jouais défenseur central et c'est là où le coach Albert Desjous s'est dit, j'étais pas un défenseur central, t'es un milieu offensif. À l'ancienne, il m'a remis le poste de milieu offensif et rapidement il s'est dit, oh là là mon kiki, je vais te faire un peu de descente d'un cran. Et c'est chose qu'il a fait rapidement, où je suis redescendu en 6 et défense centrale ou latéral droit, selon moi. Mathieu, les matchs à venir. Prochain match, Grande Sainte, 2e. La semaine d'après, la Loune, 4e. Et après, des matchs plus abordables, Dunkerque et Outreau. Je pense que après ces 4 matchs-là, déjà, on en saura un peu plus. Comment toi, tu te prépares là, tu nous as dit le match de Grande Sainte, je pense qu'il y a 2 matchs compliqués qui vont arriver. L'idée c'est quoi? C'est le dos rond pendant 2 matchs, et puis après les 2 suivants, on enquille et on gagne. Comme je viens de dire juste avant, les équipes les plus compétitives, c'est des équipes où il y a un bloc défensif ultra compétitif, ultra costaud. Après, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de retrouver un peu la fougue que l'on a pu mettre en début de saison. Et je prends toujours l'exemple du match de Lune-Plage, où c'est pas en tant que coach le meilleur match que l'on peut voir de son équipe, parce qu'on a concédé 10-15 occasions. Et si jour-là on n'a pas un super Tanguy Pélissier, on perd le match. Mais par contre, à côté de ça, on met 4 buts. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu ce feeling de mouvement de mes attaquants, de mouvement de mes joueurs offensifs, de mes milieux qui se projettent. Et on a perdu un peu ça. Et donc là, aujourd'hui, oui, on va peut-être se servir de Grande Sainte et de Lune-Plage pour continuer à travailler ça, pour, j'espère, que ce soit carré face à 2 équipes qui sont, entre guillemets, à notre portée. Donc oui, on va continuer à travailler. De toute façon, on va pas tout révolutionner à mi-championnat. Il y a encore beaucoup de points à prendre. On va prendre match après les autres, mais c'est clair que là, les matchs qui arrivent sont hyper importants. Donc on ne va pas à nouveau se remettre une pression de fou face à Grande Sainte, face à Loune, mais les 2 matchs d'après, face à des concurrents directs au maintien avec nous, là, clairement, on pourra parler quelque part de pression, parce que on pourra plus regarder derrière un peu. Et Mathieu, je voulais qu'on fasse un point sur ton rôle au club. Je voulais savoir si tu gérais les équipes seniors et uniquement les équipes seniors, ou alors si tu avais un peu un regard aussi sur ce qui se passe en jeune. Bon, moi j'ai une petite idée de la question, mais je pense que ça peut être sympa d'expliquer. Donc, j'ai été recruté au club pour être entraîneur de l'équipe 1 senior, avec pour responsabilité les 2 équipes seniors. Donc je suis arrivé, c'était Francis avec moi, là c'est Flo Lasséchère qui est avec moi depuis pour la 2e saison. Donc je m'occupe énormément des seniors, mais j'ai la chance d'avoir 3 garçons footballeurs. Donc j'en ai un qui est en U15, j'en ai un qui est en U13 et j'en ai un qui est en U10. Donc même si je n'ai pas forcément de rôle défini au sein du club pour les jeunes, j'y suis, et après j'ai de très bonnes relations avec Christophe. Donc s'il y a réunion éducateur, automatiquement Christophe vient me voir en disant quel point on peut aborder, qu'est-ce qu'on aborde, qu'est-ce qu'on fait, Et donc je suis vraiment en relation très étroite avec Christophe pour la formation jeune. Et comme je le dis régulièrement, après le foot animation, c'est pas que j'aime pas ça, mais évidemment je le laisse les personnes qui s'en occupent
faire ce qu'ils ont à faire. Mais à partir du moment où on arrive au foot à 11, ben, dès les U14, c'est préparatoire aux seniors. Donc on inculque certaines valeurs, on va dire, en foot animation. Mais pour moi, le vrai foot arrive après, par la suite, tactiquement, techniquement, arrive au foot à 11. Donc à partir de U14, oui, je mets pas mon grain de sel partout et je suis pas le casse-couille du club, mais j'aime bien regarder ce qui se passe, j'aime bien donner mon avis et j'aime bien observer. Et là aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec Louis Vincent, gardien de but qui nous a rejoint, j'ai aujourd'hui 4 U18 dans le groupe de 23 joueurs. Donc là, on a une génération U16 là, qui passe U17, on a des U17 qui passent U18, donc j'ai l'œil et je regarde, j'observe. Je suis en étroite collaboration avec les deux coachs, Dominique Stravus et Francis Pellissier. Voilà, il y a eu un petit mauvais moment des U16, ben, je suis intervenu au mois de décembre pour leur présenter mon projet, notre projet, le projet club, où ben, moi on fait confiance à fond aux gamins. Donc un U16 qui se comporte bien cette année, pourquoi pas intégrer le groupe senior l'an prochain. Donc, même s'il y a des moments difficiles, bah, c'était pour les recadrer, leur dire les gars, moi je crois en vous, donc croyez en vous, parce que je pense qu'en continuant à faire le job, vous allez être récompensé. Et c'est Todov qui coordonne la formation? C'est Christophe qui s'occupe de tout, enfin qui est responsable éducateur club, et après moi je suis au-dessus. Où je gère que les seniors. Dernier thème, donc la B, l'équipe réserve. Donc il y a une question que je voulais te poser. Quel est l'objectif prioritaire de l'équipe réserve? Est-ce que c'est monter en ligue ou est-ce que c'est former des jeunes? Si je te dis ça, c'est parce que voilà, la réserve, deuxième, 3 points derrière Saint-Valéry, qui faisait jusqu'alors un super gros championnat. Bon, ils sont quand même encore deuxième, donc bien sûr ça va, mais je fais allusion aux 2 derniers résultats. Donc là, c'est vrai que quand on est des extérieurs, on se dit, bon, est-ce qu'ils forment des joueurs? Donc quand tu veux former des joueurs, ben, tu acceptes de perdre des matchs. Hein, par contre, voilà, est-ce que l'objectif c'est de monter en ligue? Donc là, si tu montes en ligue, ben, peut-être que tu fais moins de formation, tu t'appuies plus sur des mecs d'expérience et tout. Donc je voulais juste aborder avec toi, voilà, quel était l'objectif prioritaire. J'imagine qu'il y a un peu des deux, mais si on devait prioriser l'un des deux. Ouais, ma première réponse, avant que tu complètes, ma première réponse aurait été pourquoi pas faire les deux? Faire les deux, puisque voilà, à partir du moment où on a évolué en Ligue, 14, 15, 16, 17, 18, tu l'as connu, Charles l'a connu derrière. Je pense que l'idéal c'est de continuer en Ligue. Enfin, moi j'ai été coach de Saint-Riquier en R3, et je pense que même avec une équipe jeune de qualité en R3, on est capable de s'en sortir. Et je pense qu'on est aussi, c'est plus possible de s'aguerrir au niveau Ligue, donc de franchir le pas de la R3 à la R1. Donc c'est pour moi, après pour le joueur, c'est plus facile que d'être là aujourd'hui dans un championnat de D1, où ben oui, j'ai vu 2-3 matchs, notamment l'année dernière face à Flix-Secours, où ben, au niveau foot, c'est pas ce qu'il recherchait quand on est plus haut. Après, ça apprend la brioche, comme on dit, mais ça ne suffit pas. Donc oui, c'est clairement l'objectif de Flo et la montée en R3 avec ces jeunes. Une fois, il vient me voir, Mathieu, tu as vu mon équipe de dimanche, elle a 21 ans et 2 mois de moyenne d'âge. Ben, quasiment, j'ai envie d'applaudir et de se dire, putain, si tu gagnes avec ça, au chapeau, quoi. Et après, il y a 2-3 anciens qui viennent un peu chapeauter. On a Greg Garde qui a 38 balais, on a Fred Benon qui est toujours là et qui donne toujours un coup de main à l'équipe réserve. Voilà, on a Jordan Tellier aussi qui est arrivé. Donc on a 2-3 anciens qui chapeautent tout ça. Et malgré ces 2-3 anciens, il y a des périodes où l'équipe alignée à 21 ans de moyenne d'âge. Tout comme la mienne, où il y a certains matchs de R1 où j'ai aligné 3 ou 18 titulaires sur le terrain. Automatiquement, la moyenne d'âge est très jeune, à part PE, mon numéro 6 qui a 30 ou 31 ans, le reste est maxi 26, 27 ans, avec tous ces petits jeunes qui gravitent autour. Bon, écoute, on va finir sur une note positive, hein, c'est de se dire qu'effectivement, que ce soit en première ou en réserve, les joueurs sont jeunes, donc avec une marge de progression importante. Et Mathieu, moi je voulais simplement dire très sincèrement que je te souhaite vraiment de maintenir l'équipe. Tu connais mon attachement pour le club, et si tu arrives à te maintenir avec une équipe de cette moyenne d'âge-là, ça ne pourra augurer que des bonnes choses pour les années à venir, donc je te le souhaite très sincèrement, Mathieu. Voilà, et merci pour
pour les confidences et tout, j'ai bien aimé ce moment-là. Merci vraiment. On parlait d'effectifs un petit peu jeunes. Toi, Mathieu, à aujourd'hui, là, à l'instant T, quel joueur tu aurais besoin, selon toi, pour apporter un côté un peu plus positif, pour apporter de l'expérience, ou peut-être ce petit grain de folie qui peut te manquer, ou je sais pas, pour redynamiser un petit peu le groupe. Quel joueur à l'instant T te vient à l'esprit? J'ai joué il y a 2 semaines de ça, face à Camon. Et je pense que le déclencheur de la victoire de Camon, Isambert, un joueur comme ça qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés comme il les a tirés face à nous, pied droit, pied gauche, dynamiter ma défense comme il a réussi à la dynamiter, faire la différence pour marquer le but. Moi, je pense qu'un garçon comme ça dans une équipe, il y a des coachs à qui il ne plaît peut-être pas, mais il fait peur. Je fais partie des coachs qui est très attentif à ce genre de joueur, et moi je trouve qu'il est vraiment très très bon joueur. Ok, il a joué plus haut. Il était là, je crois qu'il avait signé à Cannes, il a vécu À Monaco, je crois. Monaco aussi. Des moments dans le club pro, mais là, il a joué à Miami dans quelques années, je crois. Il est à Camon, très bon joueur. Je voulais savoir un peu comment il voit son groupe, comment toi tu vois la jeunesse maintenant par rapport à ce que tu es en train depuis des années, toi tu es tes propres joueurs. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un fossé, moi je le vois souvent avec mes propres joueurs, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un fossé maintenant avec les jeunes de maintenant et nous ce qu'on était et ce qu'on vit en fait? Pourtant, moi j'ai joué en DH au SCA et je peux te dire que c'était, enfin je dis pas que c'est pas carré, mais c'était beaucoup de discipline, il fallait faire beaucoup d'efforts pour être en équipe première. Est-ce que toi, comment tu le ressens pour cette analyse un petit peu entre les deux générations, en fait, on va dire? Alors, comme tu viens de le dire, on va peut-être pas passer pour des vieux cons. Ouais, mais... On va peut-être passer pour des vieux cons aujourd'hui, mais clairement, moi, quand je suis arrivé dans le groupe au SCA, en CFA2, il y avait 3 voire 4 entraînements par semaine. Il était hors de question que je loupe un entraînement de la semaine. Après, il y a aussi la présence à l'entraînement, l'investissement à l'entraînement et la rigueur. Et aujourd'hui, c'est hyper compliqué de mettre tous ces ingrédients. Donc, déjà, nous aujourd'hui, on a 3 séances par semaine, lundi, mercredi, vendredi. On a ce fameux lundi, le lendemain de match, où moi je trouve ça cool de se retrouver, même si on ne travaille pas énormément, mais je trouve ça cool de se retrouver, de parler du match, de parler de ce qui s'est passé, et éventuellement tout de suite de rebondir sur la semaine d'après. Et là, c'est compliqué d'avoir tout le monde. Et après, il y a aussi le fait de venir et de s'entraîner. Parce que le fait de venir, rentrer dans le vestiaire, de s'habiller en jour de foot, fait pas que ça y est, la séance elle est faite. Il y a un investissement à 200%. Voilà, comme je le disais juste avant, on passait pour un vieux con, mais moi, que ce soit Pierre-Paul Jacques en tant que coach, s'il me disait il faut que tu ailles du point A au point B et du point B au point E, et ben on faisait, et bon, on fonçait. Aujourd'hui, les joueurs, certains, parce qu'il y en a qui ont cet état d'esprit où quand ils sont en entraînement, ils donnent. Et après, certains autres sont plus réfléchis. Et je pense que c'est là où est le souci, celui qui doit entre guillemets réfléchir. C'est le coach, donner des directives, et eux, ils doivent appliquer ces directives. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de faire appliquer toutes les directives à tout un groupe, et surtout au niveau des jeunes. Donc la différence est à mon goût là, et elle est sur la rigueur. C'est, je pense, aujourd'hui beaucoup plus compliqué d'être entraîneur de SCA R1 aujourd'hui que ça a pu l'être il y a 15 ans. On avait, ou il y a 20 ans, on avait des mecs avec du caractère, beaucoup plus de caractère qu'aujourd'hui, mais on était, à mon goût, beaucoup plus facile à gérer et, entre guillemets, beaucoup moins social. Et si tu venais pas t'entraîner le lundi, le mercredi, le vendredi, il était hors de question d'arriver la fleur au fusil le samedi ou le dimanche. Non, tu restais à la maison, et il était même possible que tu traverses la route pour aller dans le vestiaire du groupe 2. Tout à fait. Et aujourd'hui, si on vient prendre une décision, le joueur il est frustré, il est bloqué. Si tu m'envoies en face, je vais tout jouer. Je t'envoie avec l'équipe 2, je peux pas, j'ai ci, j'ai ça, je peux pas aller jouer. Je suis blessé, j'ai mal au mollet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à gérer un groupe senior comme le mien que ça a été fait il y a quelques années.
Là, aujourd'hui, j'y suis, je le fais, et je l'ai déjà fait à Saint-Riquet, qui n'était pas rose non plus à Saint-Riquet, donc je le fais depuis quelques années, ça me plaît, même s'il y a des fois, je voudrais parler un peu plus de football que d'autres choses. Quelles sont tes ambitions en tant que coach? Tout simplement. Alors mes ambitions à court terme, elles sont de maintenir le SCA en R1, comme on peut aborder le sujet depuis le début de l'émission. Donc elles sont de maintenir le SCA en R1 et de voir plus loin. Je pense qu'on a ici à Abbeville, même si on vient de vivre des années compliquées, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, mais il faut que tout le monde s'en donne la peine, et notamment, je ne vais pas tout cracher sur nos joueurs, mais quand je parle de rigueur, d'investissement, je pense qu'on manque quelquefois de ça. Après, il n'y a pas que ça, mais je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de grand au sein du SCA. Après, mes ambitions à moyen terme ou à long terme, je pourrais être l'entraîneur du SCA pendant 20 ans. Je signerai tout de suite et tant que j'y prends du plaisir, je signerai tout de suite pour rester au SCA. C'est une phrase que j'avais dit quand j'étais joueur au SCA. J'étais parti à l'Amiens SC. Je suis revenu de l'Amiens SC, j'ai signé au SCA. Et je crois que le journaliste m'interroge et me dit Mathieu, quelles sont vos ambitions? Et je lui dis, je viens de signer un contrat à vie au SCA, j'ai plus envie de bouger. La vie a fait que pour le boulot et tout, je suis parti à Saint-Riquet. Moi, mon club, c'est le SCA et dès que je m'engage à 200%. Donc aujourd'hui, l'objectif court, moyen, long terme, c'est le SCA et aujourd'hui, je pense vraiment à rien d'autre. Je me lève. J'ai la famille, j'ai tout, j'ai mon travail, mais aujourd'hui, et surtout dans cette période difficile, c'est tout pour le sport. Est-ce que tu as des habitudes ou superstitions le jour de match, ou tu avais peut-être plus quand tu étais joueur? J'en avais plus en tant que joueur, et quand je regarde la chronique depuis quelques mois, j'étais un peu c'est le même style que l'un de vos chroniqueurs. Ah ouais, d'accord. J'avais des sous-vêtements que je lavais, mais que je remettais à chaque match, et même après par la suite, je jouais en maillot de bain. Sérieux, en maillot de bain? Je jouais avec plutôt que de mettre un caleçon en tissu ou des choses qui bougent avec lesquelles on a des frottements, je jouais avec un slip de bain. L'idée est pas bête, Bon les joueurs dimanche, vous savez les gars, pour Mathieu, ce qu'il faut faire pour vous mettre des maillots de bain. T'es pas le bonnet. Et en tant que coach, il n'y en a pas? Après, en tant que coach, c'est, je veux dire, beaucoup plus de rigueur au niveau des horaires d'arrivée au stade, au niveau de plein de petites choses, de petits cafés en arrivant. Voilà, c'est plus des petits rituels, on va dire, de timing, plutôt que des superstitions. C'est Adrien Delabarre de Saint-Valéry qui disait qu'il s'enfermait dans sa salle de bain pendant 1 heure. Après, moi, tout ce qui. À la maison, je suis quasiment pas coach. À la maison, j'ai 4 enfants, j'ai ma femme également. Et donc à la maison, c'est la famille, c'est tout. Donc c'est pour ça que je pars très tôt par contre. Je pars très tôt, enfin la semaine j'y suis à 5h15, 5h30. Et le week-end, pour un match à 15h, je suis au stade à midi. Et voilà, toute ma préparation est faite en amont, à l'intérieur de tout ce qui est. Ce que j'avais vu d'Adrien Delabarre avec ses feuilles dans la salle de bain. Moi, ça, je le fais. Mais ça, moi, je le fais au stade. C'était ma question, en fait. Si tu arrives en tant que coach à te couper, de ne pas avoir cette pression d'avant-match et qu'à la maison, on soit en mode vraiment famille. Et tu sais, tu n'as pas ce truc-là un peu irritant. Je connais certaines personnes. Le dimanche matin, tac, tu es déjà au taquet. Il ne faut plus te parler, tu es dans ta bulle. Toi, tu arrives vraiment avec les enfants et la famille. Là, on coupe, on va rester ça y est, quoi. Je suis pas un adepte de laisser les enfants à la console, au téléphone, mais souvent le dimanche matin je les laisse faire. Ouais. T'achètes la tranquillité. Voilà, le dimanche matin je les laisse faire, ma femme va au foot. Et
on fait du foot et donc les enfants sont à la maison, mais souvent ils sont chacun de leur côté, Ouais. je dispatche les tablettes, les téléphones, les consoles. Et la préparation commence assez tôt. Et Bébé, t'as demandé ton meilleur souvenir. Moi, je vais te demander ton pire souvenir footballistique. Mon pire souvenir footballistique. Ou un des plus mauvais, quoi. J'ai pas énormément de mauvais souvenirs. Je vais parler de la descente du SCA en CFA2DH où c'est quelque part l'une de mes dernières années jouées. Et cette saison-là me fait très très mal, où on est hyper investi, on y est, comme on était tout le temps, et je me pète la clavicule en faisant de repas foot avec un accident de bagnole. Et de là, j'ai énormément de mal à revenir, avec la clavicule cassée, donc je finis par revenir, je donne un coup de main, je coachais les U18 à l'époque, je donne un coup de main à coacher l'équipe C, qui à cette époque-là était en D4 ou D5, je ne sais plus trop. Et je donne un coup de main un peu dans l'encadrement, et au bout d'un moment, quand je suis capable et susceptible de revenir, je suis avec Lionel Legris, avec la réserve. Et au bout d'un moment, je pense que je suis capable d'aider cette équipe qui est pour moi dans le déclin et en train de descendre. Et je ne dis pas que j'aurais été le meilleur joueur sur le terrain, mais j'aurais été d'un apport tout autre, parce que j'étais présent dans le vestiaire. Après, j'ai jamais été, mes années seniors, latéral droit, défenseur central, le meilleur joueur, mais j'avais pour moi un apport autre. Et j'aurais été, je pense, capable à ce moment-là de remettre certains joueurs dans le droit chemin. Et voilà, ça n'a pas été fait, malheureusement pour le club, parce que qui que ce soit la tête de cette équipe, à jamais je n'ai pensé et voulu qu'elle descende de CFA2DH, parce qu'après ça a été, on y est toujours d'ailleurs, mais pour remonter après c'est compliqué. Malheureusement, ça peut être, je pense, l'un de mes mauvais souvenirs. C'est pas un match, c'est pas mais ça, Une mauvaise expérience. une mauvaise expérience, et surtout ça c'est un goût très mal terminé. Donne-moi ton 12 de légende, donc, comme la semaine dernière, donc les 11 joueurs avec qui tu as joué, que tu trouves les compétents, et l'entraîneur qui se rapproche de ton 12 de légende. C'est chaud ça. Ah oui, c'est chaud. Ouais, dans les buts, c'est Niche. Celle-là, elle est facile. Hein. Défenseur central. Je vais mettre David Bonvalet. Ah, c'est dur. Eh bien, ça va. Bon, je vais mettre mon latéral gauche, Mathieu Vasser. Mon latéral droit, je vais mettre Antoine 2. Après, en milieu de terrain, Stéphane Muret, on ne peut pas oublier. Je vais mettre Aurélien Tétard. Après, je vais me faire engueuler. Ah, mais c'est énorme. Dans la bienveillance. Mettez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à le tacler. Et après, en joueur offensif, on peut y mettre Stéphane Demoulin, avec qui j'ai passé des moments super, mais sur le terrain et également en dehors. Après, en numéro 9, j'avais mon joueur légendaire sans Antoine Richer, alias Zoreille, Charles, qu'on peut mettre, je pense, en numéro 9. Et il a fini meilleur buteur avec moi de PID ou de R3 à l'époque, avec 4 buts. D'accord. Donc du coup, je vais le positionner. Maintenant, il n'y a pas le Covid, non, il faut des championnats complets. Du coup, je vais le positionner en numéro 9. Et il m'a envoyé un message il n'y a pas si longtemps que ça pour proposer ses services avec plein de gens. Et donc, je vais noter, mais après, il y a des garçons comme Guillaume Grévin. 11, pas plus, Mathieu. Ouais, je vais dire que c'est Guillaume. Et derrière, il nous en manque un. Et puis là, il manque les ailiers, il manque un C'est 6. Thibaut Andrade, mais pas ton pote. Ouais, après, derrière. j'ai plein de potes avec qui j'ai joué, mais je peux penser aussi à Benoît Villaume qui m'a suivi dès ma première année à Saint-Inquiet et qui a fait 8 ans, parce que les dernières années, je le traînais
traîné, j'aurais pu aller chercher chez lui pour qu'il vienne à l'entraînement. Je l'aurais fait, donc j'ai Benoît qui m'a fait vivre à Saint-Inqui des super moments, Vincent Violet avec qui j'ai vécu de super moments à Saint-Inqui, donc c'est des garçons qui sont venus m'aider sur mes premières années à Saint-Inqui. Le fait de bien s'y sentir sont restés avec moi. Donc voilà, après je sais pas quel poste il faut, mais je pense qu'on doit être pas loin de Ouais, on va être sympa, c'est ça. voilà, on est bon. Il manque juste le coach. Ah, le coach, je vais mettre Patrice Descamps. Je l'ai pas eu longtemps en patte, mais tout ce qui m'a appris sur cette année de U1 en U15, c'était. Je venais à l'entraînement, j'avais toujours l'impression de découvrir des choses. Alors après, ceux d'avant et ceux d'après m'ont apporté sur d'autres points, mais lui, il avait toujours ce don où on se disait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on faisait des choses. Il est même allé jusqu'à nous faire venir, on jouait le samedi après-midi, faire une petite séance de 20 minutes le samedi matin. Et on faisait une séance de 20 minutes le samedi matin sur une phase de jeu. Et si on avait la chance de marquer sur cette phase de jeu-là, l'après-midi, ben lui, il avait tout gagné. Et nous, la semaine d'après, on était pressés d'être là le samedi, à chaque entraînement. Et je pense que le coach de cette équipe-là, et en plus, il a coaché pas mal de ses joueurs. Donc, coach de cette équipe-là, je ne mettrai pas de dégâts. Question Mathieu, même si tu veux entraîner à Ville SCA, est-ce qu'il y a un club qui te fait rêver à part le SCA pour entraîner? Quel club, des fois, tu te dis, moi j'aimerais bien entraîner ce club-là? Dans le coin, il n'y en a pas. Et si c'est pas dans le coin? Après, on touchera au monde professionnel qui aujourd'hui n'a pas le temps. Qui est aujourd'hui improbable, mais non, que ce soit dans le coin ou quoi que ce soit aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment ancré dans ce club. Après, si un jour le président me demande de m'en aller, je partirai, et si l'envie me vient d'aller entraîner ailleurs, j'irai. Mais aujourd'hui, un autre club, Et du coup, ça serait pas possible d'arrêter un an, du coup. Si le club, par exemple, se sépare de toi, tu ne peux pas arrêter un an, 2 ans, Si, pourquoi pas. Si, pourquoi pas. Si j'ai pas de demande, si je ne le ressens pas, si je suis complètement rincé, si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie de m'occuper d'un de mes enfants plus particulièrement, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, voilà, comme je le dis, même si on vit des moments difficiles, je suis trop bien au SCA pour penser à autre chose. Ton pire coach. D'habitude, le 9 il change, mais là, regarde, regarde, fais voir à la caméra. Alors, Toujours dans la bienveillance. Bienveillance. J'ai eu un coach pendant de nombreuses années, il s'appelle Mathieu Vago. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai été entraîneur-joueur. Et Quel escroc, à de nombreux moments, je me disais, putain, je me levais le matin, je me disais, joue en neuf. Et pour le bien de l'équipe, je ne me suis jamais mis en neuf, je me suis toujours mis en défense centrale. Mais du coup, je pense que les pires moments que le coach m'ont fait vivre, ça doit être ce moment-là où la frustration de ne pas pouvoir jouer au poste que je voulais. Voilà. Allez. C'est l'équipe 21, tu sais, à un moment jingle, la flûte. Donc le pire coach que j'ai eu, ça restera Mathieu.